s'appelle Sortir du sillon de l'abus, un chemin d'amour et de respect de soi. Et donc où là, tu parles de ta vision, de la manière dont on peut sortir de cette position, comment je vais dire, de coupure avec notre puissance après l'expérience d'un abus. Tout à fait, absolument. Eh ben, on va partir de ça, si tu veux bien. Oui, absolument. Parce que on disait avant de commencer que c'est un sujet qui est extrêmement présent dans l'actualité aujourd'hui, pas seulement des médias, mais dans la conscience dans la conscience de chacun avec cette actualité de l'apocalypse qui est en train de se vivre là. Et donc, Oui. quelle est ton histoire par rapport à ça? Oui, alors moi, donc, mon histoire, c'est que j'ai vécu des attouchements sexuels de la part de mon grand-père et de mon frère aîné quand j'étais toute petite. Et j'ai vécu la sidération, la dissociation et l'amnésie traumatique. Et donc, à 18, donc j'ai oublié tout ça. À 18 ans, au sortir d'une anesthésie générale, des souvenirs sont remontés. D'ailleurs, c'est un fait connu que parfois, après une amnésie, après une anesthésie générale, les souvenirs peuvent remonter. Oui. Et puis, à l'époque, je l'ai dit à ma mère, mais ma mère, à cette époque-là, elle était encore bien dissociée. Elle a fait tout un travail de guérison et de conscience depuis. Et d'ailleurs, j'ai publié Les perles de sagesse de ma mère. J'ai une deuxième maman, si je peux dire. Et puis après, j'ai remis ça aux oubliettes et j'ai qualifié ça de pas grave. Ah là là. Et jusqu'à 50 ans, où je démarre une thérapie, pas pour ça, parce que mon nouveau conjoint veut me quitter. Et donc, voilà, on va en thérapie ensemble. Je veux juste essayer de sauver mon couple. Et puis, je commence une thérapie individuelle. Et très rapidement, elle me pose cette question que personne ne m'avait jamais posée. Fleur-Lise, est-ce que tu as vécu des abus sexuels dans l'enfance ou des attouchements? Les deux. Je pense qu'elle a dit les deux mots. Et ma première réaction, c'est de dire non. Je dis non. Et après, elle m'a regardée d'une certaine façon. Je pense qu'elle sentait les choses. Et là, je dis, ah oui, mais il y a eu des attouchements comme ceci, comme cela, mais ce n'est pas grave. Et là, elle m'a regardée droit dans les yeux. Et elle m'a dit, Fleur-Lise, qui t'a dit que ce n'était pas grave? Et là, cette question-là m'a fait que je ne m'étais jamais posée, revenir en moi. Et j'ai réentendu les paroles de mon grand-père et de mon frère qui me disaient, ce n'est pas grave. Donc, je vais intérioriser ça. Et pour faire en sorte que ça ne soit pas grave, ben voilà, j'ai fait en sorte que ça ne soit pas grave, en fait. Voilà. Et du coup, et c'est là qu'elle a dit, ce qui t'a été fait est très grave. Et puis après, j'ai essayé de dire, j'ai dit, oh, mais c'est arrivé qu'une fois, parce que j'avais qu'un souvenir de chaque. Mais après, les souvenirs sont remontés. Mais elle m'a dit, même si c'est arrivé qu'une seule fois, c'est suffisant pour faire le tort et impacter toute une vie. Et là, j'ai pu sortir du déni et reconnaître. Puis elle a même mis les mots d'inceste aussi. Elle a posé la loi, l'interdit de l'inceste. Et ça, c'était très, très bon. Et je pense que c'est important qu'on l'entende et que ça soit posé dans les familles. Il ne doit y avoir aucune sexualité entre les membres d'une même famille. Et que s'il y a de l'abus, ce n'est pas de l'amour. Parce que, voilà, souvent, dans le cas de la famille, les personnes qui sont abusées, on les abuse en disant, ça a été le cas pour moi, je t'aime, je fais ça parce que je t'aime. Donc, c'est de l'amour. Donc, c'est à partir à 50 ans seulement que je suis sortie du déni et que j'ai pu commencer ce chemin de guérison. Tant que j'étais dans le déni, je ne pouvais pas. Mais il faut un témoin. Il faut souvent un témoin qui nous dit que ce n'est pas normal ce qu'on a vécu et que c'est grave. C'est ça. Et il faut non seulement un témoin, mais je crois qu'il faut avoir la capacité de sentir un soutien de la part de ce témoin ou d'autres personnes pour avoir le courage d'aller voir à quel point ça nous a coupé de nous-mêmes, à quel point ça nous a séparés, ça nous a clivés, ça nous a fragmentés, ça nous a dissociés et ça nous a empêchés d'avoir accès à la totalité de nous-mêmes. Exactement. Et à partir, donc dans mon livre, je parle, donc c'est vraiment, je parle très peu des faits et tout ça, parce que ça, c'est pas, voilà, juste ça, voilà, l'impact que ça a eu sur moi, le figement, la sidération et tout ça. Et après, c'est 72 leçons de vie qui sont des angles d'approche, c'est des prises de conscience, des clés de résilience que j'ai eu au fil de ma thérapie, puis après, même après ma thérapie, que j'ai continué à
je dirais, à extraire de mes expériences et qui ont fait une différence. C'était pour moi souvent de l'ordre de la révélation. Par exemple, la première leçon de vie, c'est grave. De reconnaître que c'est grave, c'est extrêmement puissant. Et donc, chaque leçon de vie, comme ça, je décris un peu comment le livre est fait. Il y a un condensé de la leçon qui dit en quelques phrases. Ensuite, le développement, comment ça s'est passé, mon cheminement, mes résistances et tout ça. Et puis, à la fin, un autre encadré qui suggère des pas à marcher sur ce chemin d'amour et de respect de soi. Parce que c'est ça que je peux dire déjà tout de suite, la quintessence de ce livre, c'est que l'abus, quel qu'il soit, moi, ça a été des attouchements effectivement sexuels, mais pour d'autres, c'est des abus psychologiques, c'est des négligences ou bien des abus physiques. C'est très, c'est très, très varié. Mais quand il y a eu abus, souvent, il y a un désamour de soi. Il y a un désamour de soi très profond. Parce que moi, je pensais que je m'aimais. Alors justement, je vais te questionner parce que c'est un grand point d'interrogation pour moi, savoir ce que c'est l'amour de soi. Parce que moi, j'entends beaucoup dire cette chose-là. Je suis très prudente avec ça parce que le mot amour est utilisé pour dire qu'on aime le chocolat, qu'on aime son chat, qu'on aime son conjoint, qu'on aime son enfant et qu'on s'aime soi-même. Et donc, moi, j'essaye d'éviter d'employer le mot, même si évidemment, je comprends très bien l'utilité de la démarche, mais ça m'intéresse, si toi, tu as beaucoup travaillé sur le sujet, que tu précises ce que tu considères être l'amour de soi, l'amour pour soi. Tout à fait. Et donc, dans le titre, j'ai quand même ajouté amour et respect de soi. Parce que j'ai beaucoup aimé qu'il y ait ça. Voilà, si je m'aime vraiment, je me respecte. Et si je me respecte, je m'aime. Déjà, ça cadre l'affaire. Voilà, parce qu'au nom de l'amour, comme tu dis, et je suis très contente que tu amènes, qu'on précise cela. En fait, tout le long du livre, j'explique des nuances de ce que c'est véritablement s'aimer, en tout cas pour moi, et en tout cas 72 angles. Mais je peux déjà parler de je ne sais plus quelle leçon de vie, mais qui s'appelle l'autorité de l'amour, avec un grand A, deux grands A, autorité et amour. Parce qu'un jour, j'ai fait aussi de la thérapie individuelle, le groupe de thérapie aussi pendant plusieurs années. Et là, on était en groupe de thérapie. Et puis, on aborde un sujet sur l'importance d'exprimer notre amour et tout ça avec des mots. Et puis moi, à un moment donné, ça me met en colère. Et là, en anglais, on dit burst out, c'est-à-dire j'explose et j'ai dit, moi, ces mots-là, je t'aime, moi, je ne les dis pas, j'ai dit parce que ça ne veut rien dire. Et moi, on m'a abusé en me disant je t'aime. C'est ça. Et par amour pour toi. Et là, ma thérapeute, elle m'a dit, ça, ce n'est pas de l'amour. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas d'abus, pas de maltraitance, pas d'irrespect, et vice-versa. Et là, elle m'a parlé de sa notion de l'autorité de l'amour. Et en 2 mots, c'est l'amour qui accueille tout, mais ne permet pas tout. Ça, déjà, c'est assez puissant. C'est-à-dire, c'est l'amour, mais avec l'axe. Voilà. Et donc, qui accueille tout, ça veut dire qu'il peut tout entendre, qu'il peut tout entendre, mais qui ne permet pas tout. Qui va mettre des limites, qui va mettre de la protection, qui va savoir dire non, ça, c'est pas juste. Et donc, ça veut dire, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que je fais une distinction entre la parole qui peut être accueillie et l'acte qui, lui, peut ne pas respecter, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, la parole de l'autre, par rapport à son intention, son désir, peut tout à fait être accueillie. Par contre, l'acte, il y a quelque chose qui ne permet pas, justement. Est-ce que c'est ça dont il est question? Oui, effectivement, mais je pense que l'accueil dont elle parlait, ce n'est pas qu'au niveau de la parole. C'est-à-dire que, mettons qu'il y a un acte qu'il faut mettre une limite. Oui. Elle peut accueillir la blessure qui est derrière, qui a fait que les personnes en arrivent là. Ok, elle peut accueillir, mais elle va mettre une limite. Voilà. Donc, et dire non et se protéger et manifester notre opposition ou notre désaccord. Ou, voilà. Et est-ce que, alors justement, on va rester un instant là-dessus parce que pour moi, c'est crucial, c'est fondamental. Est-ce que tu sens, toi, Fleur-Lys, qu'aujourd'hui, tu as la capacité de discerner ce que tu peux accueillir et refuser en même temps? C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? C'est dans une proposition, par exemple, quelqu'un t'a charmé, et est-ce que tu sais vraiment discerner si c'est bon pour toi de dire oui ou si c'est bon pour toi de dire non? Parce que c'est là la grande question. Ce chemin d'amour de soi, ça passe par développer cette capacité d'écoute fine. Voilà. Et puis d'avoir de nouveaux repères. Parce que
moi, j'ai été dans une relation amoureuse toxique. Et moi, je disais, oui, mais je reste avec lui ou j'essaie de le récupérer parce que je l'aime, parce que je l'aime. Donc, encore une fois, cette notion d'amour. Et là, ben voilà, elle m'a mis des poteaux indicateurs, ma thérapeute. Elle m'a dit, Fleur-Lise, est-ce que c'est ça que tu veux être? Une mendiante de l'amour qui va se contenter de miettes et qui va accepter l'irrespect, l'inconsistance, la dévalorisation, etc. Donc, j'ai eu des repères. Donc, ah, waouh, une mendiante de l'amour. Non, je veux pas ça. Si je m'aime vraiment, ça a été une leçon de vie extrêmement puissante. Et donc, j'ai appris à repérer à cette époque-là, quand j'étais encore dans cette mendicité de l'amour. Et ça a été un chemin. Ça m'a pris 2 ans de thérapie intense pour me sevrer de l'attirance de ce type de relation-là et de ne plus avoir envie de ça. Et du coup, pour contrebalancer cette addiction, hein, qui avait quelque chose d'addictif à ça, j'ai beaucoup travaillé sur je mérite, cette phrase qui est une des clés là. Je mérite. Qu'est-ce que je mérite? Je mérite d'être aimée par un homme qui m'honore, qui me respecte, qui peut m'accueillir dans ma puissance, dans ma douceur. Je mérite. Et voilà. Et ça, c'est des choses qui m'ont renforcée. Maintenant, je sais ce que je vaux, ce que je veux. Voilà. Et je sens à quoi je veux dire oui ou non. Et quand il y a un peut-être, je vais aller à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être clarifié. Et pendant que je dis le peut-être, c'est non. Jusque tant que j'ai clarifié ce qui a besoin d'être clarifié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'es plus manipulée par l'enfant blessé qui a eu des manques d'affection, de considération, de respect de lui-même, d'elle-même en fait, et que donc tu sais, dans l'instant présent, être l'adulte que tu es et non pas chercher à compenser des choses de ton histoire en fait. Oui, j'ai travaillé 10 ans sur mon histoire, à la guérison de l'enfant intérieur, le transgénérationnel, libération de la colère, de la tristesse. J'ai vraiment fait un gros travail de fond et ça se fait pas en 3 stages pour moi. En tout cas, c'est une thérapie approfondie sur plusieurs années intensément, avec un très grand engagement aussi, c'est-à-dire que je préparais mes séances, j'avais des travaux pratiques, je me suis vraiment donnée. Je dirais que oui, ça peut arriver que l'enfant intérieur ou l'adolescente ou les êtres psychiques que j'ai été à différents moments de ma vie ressurgissent, mais je le repère très rapidement. Et Comment tu fais? Je suis capable avec le travail de l'enfant intérieur, et j'ai fait aussi le travail en IFS, le système de famille intérieure, prendre la distance, aller dans mon self et accueillir la partie de moi qui se manifeste là, qui a besoin d'être accueillie dans son anxiété, sa tristesse ou sa colère. Et je fais ce travail par rapport à moi-même. Et si jamais j'ai un très, très grand besoin encore, je refais appel ponctuellement à ma thérapeute ou à d'autres ressources. Mais oui, j'ai fait un gros travail. Et puis effectivement, l'enfant n'est plus aux commandes de façon générale. Il peut peut-être réapparaître, par exemple, si éventuellement je vis seule et puis je suis célibataire depuis quelques années, peut-être qu'à un moment donné, voilà, je sens qu'il y a l'enfant qui dit « Oh, je ne voudrais pas être tout seul », donc j'accueille ça et je fais ce travail. Mais oui, je pense que j'ai atteint une maturité et j'ai fait un travail suffisamment profond pour être dans mon adulte la majorité du temps. Ok. Un adulte mais qui n'est pas complètement refroidi, qui a encore contact avec ses sensations, éventuellement ses émotions, ses sentiments, et pas seulement ses pensées. Exactement. Un adulte reconnecté, parce que j'étais beaucoup dissociée, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce que je ressentais. Parce qu'il y a même une leçon de vie qui s'appelle « Et toi, qu'est-ce que tu sens ?» Parce qu'un jour, ma thérapeute, je parlais avec elle, je lui ai demandé son avis sur quelque chose. Donc, je lui ai dit « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Puis elle m'a dit « Et toi, Fleur-Lise, qu'est-ce que tu sens ?» Et c'était la première fois qu'on me posait cette question. Il y a 10 ans, 12, 13 ans maintenant de ça. Et donc, j'ai appris à les sentir et même sentir mon vide ou l'impression du vide. Et même si je sens le vide, d'ailleurs, je sens déjà, si je sens le vide, je suis en connexion avec le vide. Donc, j'ai fait tout ce chemin. J'ai fait aussi du travail avec la respiration holotropique. Voilà. Mais beaucoup de travail émotionnel. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans les bras de ma thérapeute où j'ai pu pleurer en contact avec ce qu'on appelle une reparentalisation, où j'ai pu inscrire dans mon corps le fait de pouvoir déposer un chagrin ancien dans les bras d'un adulte qui est présent, Bienveillant.
bienveillante, qui est calme, et donc vivre cette autorégulation et aller guérir des choses très, très profondes. Et moi, je pense que passer par le corps est extrêmement important aussi. Donc Marie-Charlotte nous a dit elle avait trouvé que l'IFS était très très bien. Et donc Michel nous dit, qu'est-ce que c'est que l'IFS? Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Tout à fait. Alors, donc, ça vient de l'anglais, Internal Family System, donc le système de famille intérieure qui a été mis au point, découvert par un thérapeute américain, Schwartz, je crois, son nom. Et en fait, le principe, c'est que on a tous et chacun un self, c'est-à-dire que c'est un axe. Cet axe, c'est ou le soi avec un grand S. Et donc, l'idée, c'est que dans la thérapie IFS, on apprend à se connecter à l'énergie du self, qui est dans le calme, la compassion, la curiosité, la bienveillance, et qui peut à ce moment-là accueillir les différentes parties de nous qui se manifestent. Il y a le postulat qu'il y a différentes parties de nous qui s'expriment, une partie en colère, une partie triste, etc. Et puis, c'est de se mettre en relation avec les différentes parties de notre système. Et moi, ça m'a permis de guérir ma famille intérieure aussi, d'apprendre à me mettre en relation avec la partie de moi qui veut ça et qui voudrait bien injecter l'autre partie, etc. La partie qui va vite, qui voudrait éjecter la partie qui est lente, etc., etc. Donc, ça m'a amené à expérimenter beaucoup de bienveillance envers toutes les parties de moi au lieu de rejeter une partie de moi, en quelques mots. Donc, il y a plein de vidéos sur YouTube qui présentent très simplement les bases du système de famille intérieure. Et moi, donc, j'ai complété ma thérapie avec ma thérapeute transpersonnelle, avec un thérapeute homme qui faisait selon la thérapie IFS. Donc, avec ma thérapeute, c'était l'enfant intérieur, et avec l'autre thérapeute, c'était les différentes parties de moi. Et les deux m'ont beaucoup apporté. C'est un peu comme une constellation familiale, sauf que la famille, elle est complètement à l'intérieur de soi et qu'on est soi-même celui qui anime la constellation. Et pour ceux qui ont fait des stages avec moi, pendant un temps, je faisais un truc que j'appelais le jeu des 3 instances, et c'était effectivement des instances intérieures qui étaient regardées, enfin qui sont regardées. Hein. Et tu as parlé de quelque chose dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines sur mon antenne YouTube, donc je vais t'interroger là-dessus, c'est le phénomène de la dissociation. Parce que vraiment, dans ces différentes parties de soi, il y en a qui nous sont accessibles et d'autres qui, elles, ont été, moi que je dis, envoyées sur la Lune pour pas nous embêter dans notre gestion quotidienne. C'était comment pour toi la dissociation avant que tu ne sois réunie? Déjà, pendant tout le temps, avant que je commence ma thérapie, jusqu'à 50 ans, je ne savais pas que j'étais dissociée, en fait. Ça ne veut pas dire que je ne vivais pas une vie normale. J'ai fait des choses, j'ai fait des très belles chansons de conscience, j'ai eu une parentalité positive, tout ça, mais il y avait des endroits de moi qui étaient coupés, notamment de mon corps, beaucoup. Des endroits où je pouvais partir, c'est-à-dire je pouvais, à un moment donné, je n'étais plus là, j'étais ailleurs, le regard partait. Et puis pas suffisamment connectée à ce que je ressentais. J'avais la sensation que je ne pouvais pas me connecter à mon intériorité profonde parce que c'était trop souffrant, j'avais trop peur d'aller reconnecter ça en fait. Et donc, il y a des vidéos de la psychiatre Dr Muriel Salmona qui parle beaucoup de ça. Moi, j'ai fait un annexe dans mon livre sur ces 3 phénomènes. Quand il y a le trauma, il y a la sidération, la dissociation et l'amnésie de survie ou la mémoire traumatique. Mais effectivement, moi, quand j'ai revu mes souvenirs, quand ils sont réapparus, je me voyais flotter au-dessus de la scène. Donc, c'est une des caractéristiques, effectivement, de la dissociation. Donc, mais c'est tout à fait possible de revenir à la présence. Voilà, mais c'est un chemin par une pratique. Et voilà, donc la dissociation. Et puis, ce qui était très important de comprendre, c'est le phénomène de la sidération aussi. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les personnes qui subissent des attouchements, oui, mais elles ne se sont pas défendues, mais elles n'ont rien dit, etc. Moi, mon grand-père, il ne m'a pas forcé. Il l'a fait avec beaucoup de douceur, hein, en me disant que c'était par amour pour moi, etc., tout en disant, il ne faut pas que tu le dises à ta mère. Mais bon, bref. Mais ce figement, je me rappelle très, très bien, tous ces figés, anesthésiés, coupés, absentés, c'est vraiment tous les mots que j'ai mis. Et moi, j'ai été beaucoup marquée par l'absence, en fait, aussi,
cette sensation d'absence, en fait. Mmh. Absence de présence, absence de famille, voilà. Ça, bon, bref. Donc, oui, tout un chemin pour reconquérir la présence. Et oui, une autre chose que je veux dire aussi, c'est que l'empreinte première de notre trauma, qui est souvent la sidération et la dissociation, le figement, parce que sinon on irait dans la fuite ou dans l'attaque. Et la troisième solution, c'est l'effondrement et le figement. C'est une trace qui reste très, très longtemps. Et donc, il y a plein de personnes qui ont vécu différents abus. Des fois, ça peut être juste le père qui élevait la voix, etc. Moi, ma mère me disait, moi, si quelqu'un me lève la voix, je fige, je ne peux même pas me défendre. Donc, il faut s'entraîner, se réentraîner à être capable de dire son non, ça, stop, ça, je ne veux pas, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, ça, je me retire de ça, je ne cautionne pas cela. Et de mettre ça en parole, parce que la voix, c'est figé aussi. Et donc, moi, quand j'ai animé et quand j'anime encore des stages pour libérer la voix, quand on retrouve la puissance de son expression, de la voix, c'est beaucoup plus facile après de dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a un point que j'aimerais amener assez rapidement, qui est central à mon livre. C'est que, et le titre en est le témoin, ces 3 mots sont très importants. Sortir du sillon de l'abus. Et justement, c'est l'histoire du sillon qui m'interpelle, évidemment. Tout à fait. Alors, donc, je vais vous dire comment ça m'est arrivé, cette notion de sillon de l'abus. Parce que donc j'étais en thérapie, j'avais déjà bien travaillé toutes les histoires par rapport aux abus, la colère, la tristesse, les constellations familiales en thérapie, plein de choses. Et puis là, j'avais fait un autre stage avec ma thérapeute, je ne me rappelle plus ce que c'était. Il y avait des assistants, puis un assistant qui a manqué de déontologie envers moi. Sans que ma thérapeute le voie. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, il faut absolument que tu rétablisses la vérité, que tu ailles dire à cet assistant qu'il a ça allait pas et que c'était vraiment pas aligné. Et comme beaucoup de personnes qui ont vécu l'abus, je ne veux jamais mettre les maltraiteurs ou les abuseurs en porte-à-faux. C'était ça, voilà, c'était très difficile pour moi. Et là, je ne voulais pas y aller. Puis elle m'a dit, Fleur-Lise, si tu ne rétablis pas la vérité, tu continues toi-même à creuser ton sillon de l'abus. Oui. Ça a été une déflagration, une prise de conscience, mais fondamentale. Et en une fraction de seconde, j'ai pigé ce qui est écrit sur le livre. C'est-à-dire qu'il y a l'abus premier. Quand on est enfant, on est responsable de rien et tout ça. Et voilà. Mais une fois adulte, je suis responsable de dire non à l'abus, d'arrêter de me laisser maltraiter, d'arrêter de me maltraiter moi-même, voire maltraiter les autres. Je suis responsable de creuser le sillon de l'abus ou de creuser le sillon du chemin d'amour et de respect de soi. Et donc, et c'est par cet amour et ce respect de soi, plus je m'aime, plus je me respecte, on va aller voir des cas concrets de ça, plus je peux dire non à l'abus et moins j'accepte l'abus et la maltraitance et l'irrespect et des choses inappropriées. Et ça va beaucoup dans les détails. Hein. C'est des choses très concrètes. C'est exactement ça. Parce que, bon, quand tu parles de l'abus, et dans ton exemple, c'est absolument évident, il vient aussi de la confusion sur les rôles. On est bien d'accord que là, ce qui s'est passé à un moment, c'est que le grand-père ou le grand frère, qui sont censés être des gens bienveillants et aimants à ton égard, tout à coup se retrouvent à être des agresseurs. Qui plus est, une agression par attouchement qui n'est pas forcément douloureuse physiquement, et parce qu'il y a plusieurs degrés. Il peut y avoir de la douleur physique. Parfois, là, c'est beaucoup plus évident, mais c'est pas toujours le cas. Et en fait, comme tu le dis, le figement, la sidération que ça crée immédiatement indique qu'il y a abus, parce que en plus des traumas, qui indique qu'il y a trauma en tout cas. Abus et trauma. Absolument, abus et trauma. Alors justement, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu vois, parce qu'il y a l'autorité, il y a la bienveillance de l'adulte qui fait référence, et il y a ce changement de rôle brutal qui fait que on est complètement dans la confusion intérieure et même on n'a plus de repères en fait. Comment tu peux nous parler de ça? Oui, et d'autant si on est très jeune. Moi, ça a commencé à 3-4 ans, peut-être voire avant, mais en tout cas, mes premiers souvenirs sont à 3-4 ans. Et donc, c'est juste inimaginable, c'est impensable. On n'a pas le cerveau développé pour ça, on n'a pas… et cet être qui, jusqu'à présent, était, me donnait de l'attention, des qualifications, de la tendresse, et qui, à un moment donné, passe la frontière
Et moi, avec le figement, je peux rien faire. Je peux rien faire. Et, et donc, Mais juste, je t'interromps juste un peu parce que je trouve que c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent de oui, savoir que ça n'est pas forcément oui, violent physiquement. oui. C'est-à-dire que Non, le passage de la frontière peut se faire avec une douceur infinie et c'est pas oui, pour autant qu'il n'y a pas abus, parce qu'il y a confusion, parce qu'il y a oui. euh, com- euh, abus de position dominante, on va dire, abus Tout à fait. d'autorité. Abus Mm. d'autorité, parce qu'effectivement, il y a l'abus en dehors de la famille proche, par un ami ou un étranger, etc., qui est un abus aussi grave, mais c'est encore plus complexe quand c'est dans la famille, et surtout dans la famille C'est proche. ça. Après, il y a les oncles et tout ça, mais ça reste. Mais quand c'est père, grand-père, grand-mère, très très proche sœur, et parce qu'il y a des sœurs qui abusent aussi, il y a des hommes qui sont Oui. abusés, bon bref. C'est très complexe, d'autant après que moi, dans mon cas, il y a eu l'injonction au silence, dans le sens que si tu le dis à ta mère, tu vas lui briser le cœur. Et moi, la Voilà. petite fille de 3-4 ans, mais je ne veux pas briser le cœur de ma mère. C'est juste. Et puis après, il a dit, mais si tu le dis, ta mère, elle ne pourra plus me voir, elle aura le cœur brisé, on sera séparés. En tout cas, voilà. Et donc, de porter la responsabilité de ça. Et puis, ce que le spécialiste de trauma, Gabor Maté, un spécialiste canadien, mais qui est connu dans le monde entier, il dit, ce qui fait que le trauma s'incruste aussi, c'est que souvent, la plupart du temps, on n'arrive pas à parler de ce qu'on a vécu avec qui que ce soit. Mm. Souvent, on Mm. demande aux gens, est-ce que tu en as parlé à ta mère, ton père? Mais non, non. Et pourquoi? Parce que soit l'injonction se crée, ou soit parce que on sent déjà qu'on ne sera pas cru. Moi, c'est C'est ça. sûr que ma mère était tellement dissociée à l'époque que j'avais perçu que j'aurais pas d'aide. Mon père était alcoolique, ma grand-mère était complice de mon grand-père. Et à un moment donné, je ne pouvais pas en sortir. Donc, C'est ça. j'ai l'amnésie totale et j'ai vécu, en parenthèse, une enfance dite normale. J'étais joyeuse. Au-delà de ça, donc j'avais ce clivage. Voilà, notamment le chant m'a beaucoup aidé à sortir du mutisme, en tout cas à Mm. rester dans une voie d'expression et vivante aussi. C'était ma connexion au divin. Pour moi, elle était par le chant. Puis après, c'est l'occasion d'être en connexion avec les autres. Et donc, il y a cette fameuse loi du silence qu'il faut comprendre. Mm. Et donc, je le développe ça assez en détail dans une de mes leçons de vie. Pourquoi on garde le silence? Alors, enfant, on n'a pas les mots pour le dire. Ensuite, soit on ne sera pas cru. Des fois, on peut le dire. Moi, je crois que peut-être, j'ai l'impression que j'ai dû le dire que je n'aimais pas aller sur les genoux de grand-papa. Ou bien, j'ai revu des photos de moi de l'époque. Euh, et quelqu'un qui a les yeux pour le voir voyait que j'étais complètement coupée et triste, que je n'avais pas l'air heureuse du tout près de mon grand-père. Mm. Et ce qui est incroyable, c'est que comme j'ai eu cette amnésie, moi, j'ai adopté le narratif de toute la famille qui disait que ce grand-père-là, c'était un soleil. Et Oh là là. moi, jusqu'à avant ma thérapie, je disais, mais moi, mon grand-père, c'était le soleil de notre vie, parce que c'est ce que C'est j'ai ça. entendu. En plus, il m'encourageait à chanter. Et je me disais, Ah ouais. après je me suis rappelé qu'il me payait pour chanter. Et ça, c'est pas sain non plus. Donc, Eh voilà. oui, ah oui. Il y a une Il forme y de avait plein prostitution. Encore une oui, fois, une forme de prostitution. une forme de De... prostitution, ce que je savais pas. C'est comme j'oubliais l'abus, il me payait après, il me faisait des cadeaux. Donc, bon, bref. Exactement. Et donc, il a fallu que je déconstruise mais c'est incroyable que j'ai eu tout ce scénario. Et ça s'est fait, quand la clé a ouvert, là, il y a eu la fissure, ça s'est défait assez rapidement. Mais donc, il y a des gens qui ont été abusés, qui ne se rappellent pas et qui disent que tout allait bien dans leur famille et qu'ils ont un super lien avec l'abuseur. Mais je trouve que c'est très important ce que tu dis là aussi, c'est parce que toi, finalement, tu avais la responsabilité de faire exploser la famille si tu parlais, et le narratif, lui, était la garantie de la cohésion familiale. Et donc là, évidemment, personne n'a intérêt. Personne n'a intérêt à aller Mm. contre le narratif. Exactement. Et puis, je pense que si on posait la loi de l'interdit de l'inceste dans les familles, moi, je pense que si j'avais entendu ça petite, il Ouais. ne doit y avoir aucun geste, attitude sexuelle et nommé ni avec le père, ni avec la mère, ni avec les grands-pères, ni avec les grands-mères, ni avec les oncles, ni avec les tantes, ni avec les cousins, les cousines, les frères et sœurs. J'aurais peut-être pu lui dire quand mon frère me touchait, mon grand-père, mais il y a quelque chose, c'est pas normal, c'est Mm. interdit.
Mais, Et ça, c'est très eux-mêmes, important dans les familles parce qu'il y a beaucoup d'inceste entre frères et sœurs, beaucoup. J'en rencontre plein des incestes, j'aime pas le mot inceste, en tout cas des personnes qui ont vécu l'inceste et avec des dégâts mais ravageurs. Moi, jusqu'à encore récemment, c'est une de mes dernières leçons de vie dans mes prises de conscience. Il y a peut-être 3 ans, j'ai eu un compagnon qui avait le même prénom que mon frère aîné. Et à un moment donné, j'avais de la difficulté au niveau du désir. Et puis à un moment donné, je suis allée faire une séance en thérapie avec la respiration amplifiée qui m'a amenée dans un état de conscience modifié. Et j'ai pris conscience qu'il y avait confusion parce que j'avais eu des attouchements avec mon frère aîné et mes hommes. C'est-à-dire, et là, j'ai fait un rituel de parole et de ça. J'ai fait un rituel, j'ai dit, j'étais toute seule, mais j'ai visualisé mon frère, même si il y a tout un chemin de pardon qui a été fait, c'est toute une autre histoire, je pourrais vous raconter, mais j'ai dit à ce moment-là, à voix haute, tu étais mon frère, tu n'étais pas mon homme. Et après, j'ai visualisé mon ex-compagnon, voilà, et j'ai dit, tu étais mon homme, tu n'étais pas mon frère. Et j'ai comme désamalgamé ça. Voilà, je vois que je te laisse pour les questions parce que voilà. Je te mets la question d'Élodie qui pourra être tout à fait raccord avec ce que tu es en train de dire là. Je connais pas ce que c'est le syndrome de Stockholm, donc faut qu'on Alors le dise. Le syndrome de Stockholm, c'est le phénomène qui fait que les personnes prises en otage défendent leurs preneurs d'otages, donc ceux qui ont l'autorité sur eux. Et donc ça, c'est élargi bien sûr à toutes les situations où lorsqu'on est à la merci de quelqu'un, finalement, on a quelque chose comme un sentiment de complaisance, voire un sentiment amoureux à l'égard de la personne qui nous enferme, qui nous contient, qui nous dirige. D'accord. Ben, moi, je ne peux pas dire que j'ai vécu ça, j'étais trop petite, je ne pense pas, mais peut-être que les gens peuvent vivre ça en étant plus grands. Mais moi, le jour où mon grand-père est mort, ça a été une libération pour moi. J'avais 10 ans. Ah oui, quand même. Donc là, ça veut dire que là, à ce moment-là, tu avais déjà, tu sentais que ce soleil, parce que tu disais tout à l'heure de lui qu'il était présenté comme un soleil, malgré tout, ce soleil, il y avait un petit peu de côté pas très sympa. Et oui, alors j'étais pas du tout dans les souvenirs, mais ce souvenir d'être près de son cercueil, il y avait plein de gens, il était très très aimé, et je pense qu'il a eu des ravages bien au-delà de notre famille. Mais il y avait plein de monde et j'avais 10 ans, je mets la main sur sa main froide et je me rappelle avoir dit, je devrais être triste. Tout le monde l'aime, tout le monde, et que là, il y a comme une prise avec la réalité. Je suis pas triste du tout. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est là où le narratif, tout à coup, est mis à mal par le ressenti du moment. C'est ça. Merci de mettre des mots comme ça. Absolument. Absolument. D'accord. Oui, c'est vrai. Là, tout à coup, il y a une réalité qui est plus forte, le chemin de vérité qui tout à coup s'impose à la légende qui a accompagné son existence. Exactement, exactement. Alors, effectivement, après, quand on le dit, on nomme ça au niveau de la famille. Bon, moi, il se trouve que mon frère aîné est devenu schizophrène. Pas d'hasard non plus, parce que je suis certaine qu'il a été abusé par mon grand-père aussi. Et donc, à un moment donné, j'ai amené ça. Donc, j'étais en thérapie, j'avais donc commencé. Et puis, un jour, j'ai eu besoin d'en reparler à toute ma famille. Et j'étais sur Skype avec lui. Et puis, je lui ai dit que j'étais abusée par mon grand-père. J'ai commencé comme ça. Et puis, il m'a dit, parce qu'une des choses que me disait mon grand-père pour justifier son abus, c'est, tu comprends, ta grand-mère, elle n'aime pas le sexe, donc moi, j'en ai besoin, tu comprends? C'est ça. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était très complice. Bien entendu qu'il fallait quelqu'un pour libérer la tension que la libido du grand-père provoquait, j'imagine. Exactement. Et donc, quand j'ai dit que notre grand-père m'avait abusé, lui, il est resté dans le narratif, mon frère, oui, mais tu sais, ce grand-père, il nous aimait tant. Et puis, de toute façon, s'il faisait ça, c'est parce que grand-maman n'aimait pas le sexe. Et là, j'ai dit, waouh, c'est évident qu'il a entendu la même phrase que moi dans les mêmes circonstances. C'est ça. Et donc, après, je lui ai dit, tu sais, j'aurais besoin de revenir sur un événement de notre passé. À cette époque-là, je pensais qu'il y en avait qu'un, mais il y en a eu d'autres. Et là, je l'ai vu blêmir, il savait exactement. J'ai dit oui. Et là, j'ai redécrit exactement ce qui s'est passé. Puis, il y a une maladie psychique aussi, mais il m'a dit, mais tu sais, c'est parce que je t'aimais. J'ai dit, je te pardonne, je te pardonne. Puis, on a un très beau lien maintenant parce que c'est un homme qui est dans le cœur, il n'est pas, voilà. Mais ça, c'est particulier. Et puis, mon grand-père étant mort, et voilà. Mais je sais que des fois, ça peut ne pas être simple.
Ben justement, comment tu vis tes relations avec ta famille, avec tes collatéraux? Donc, tu as un frère, donc il y a ta mère est encore là, j'imagine, hein, c'est ça? Parce que Oui, ma mère est bien là, elle a avec la 82 ans. réintégration de ces parties dissociées? Oui, elle a fait un chemin extraordinaire de conscience, à tel point que j'ai écrit 2 livres sur ses perles de Mmh. sagesse, qui sont Mmh. juste fabuleuses, hein. Donc elle vient de loin, hein. Elle a commencé un Mmh. chemin à 40 ans, 45 ans. Et Elle avait donc, aussi elle-même été abusée, j'imagine? Parce ah qu'en oui, général, oui, quand il y a un grand-père abuseur, en général, il a aussi, abusé de sa fille. Enfin, c'est pas systématique, on va pas non plus, mais, il y a de fortes suspicions. oui, oui, donc il y a tout un passé d'abus et de dissociation très, très, très Mmh. grave dans ma famille, et voilà. Donc, bon, là, je veux dire, ça va bien, parce que je veux dire, je suis dans la vie, les choses ont été dites, elle a lu mon livre. Bien sûr, elle est passée par une période, par un moment de tristesse, de culpabilité et tout ça, mais j'ai dit, ma maman, telle que tu étais à l'époque, voilà, tu étais tellement coupée que tu ne peux pas rien. Je ne t'en veux pas. Au contraire, je te dis merci du chemin de guérison que tu as fait depuis ce temps-là. Mmh. Grâce à ton chemin de guérison, j'ai enfin une mère, quoi, une mère présente. Mmh. Donc, Mmh. moi, c'est un petit peu particulier. Mais le gros de mon livre, mais je veux bien répondre à tes questions s'il y en a d'autres dans ce sens, autour de l'abus et des conséquences, Non, mais vas-y, on c'est le continue. fait Parce que que, je pense j'en ai souvent parlé, enfin, on va oui, encore en reparler, dans les jours oui. qui viennent, parce que j'ai des invités qui vont reparler de ça encore, donc, Et donc, je ce te qui était laisse. intéressant, c'était de prendre ma responsabilité. Là, à cette époque-là, maintenant, quand j'ai commencé le chemin, j'avais 50 ans, mais ça aurait pu être 40, 30 ans. Dire, voilà à quel point je me laisse encore maltraiter, et que je me maltraite. Hein, que je suis dure avec moi-même, que j'accepte des choses inacceptables pour avoir une miette d'amour, etc., etc. Et Mmh. je peux donner un exemple, mais très, très, mais super simple. Un jour, je me suis retrouvée chez le dentiste, un nouveau dentiste qui était dur, qui me malmenait, puis j'avais la bouche grande ouverte, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à accepter de rester chez un dentiste comme ça? Et là, justement, j'étais dans mon chemin de reprise de pouvoir, d'amour de moi, et je me dis, mais c'est quitter un dentiste qui ne prend pas soin de moi, et de lui dire pourquoi je le quitte, et puis d'en trouver un meilleur, au lieu de revenir encore. Est-ce que vous pouvez encore me malmener, s'il vous plaît? Mmh. C'est C'est ça. des choses hyper simples. Euh, et, et ça va. Attends, je peux peut-être prendre la table des matières. Il y a tellement Oui, de choses. parce Oui, que cette capacité à subir l'abus, oui, ça prend des formes multiples et variées. Tu parles de tes oui, relations amoureuses, tu parles oui, là d'un médecin, enfin d'un soignant, mais ça oui. peut être aussi un patron, ça peut être un voisin, le sillon de l'abus dont C'est qui ça. se décline de multiples manières. Mais est-ce que tu as pu observer comment, en fait, toi-même, tu allais à ton insu chercher les abuseurs? Parce que c'est ça Mais aussi qu'il faut comprendre. Bien Mmh. sûr. Et donc, moi, du coup, de 23 ans à 23 ans à 34 ans, je suis allée me mettre dans une communauté qui était une secte, en fait, avec de l'abus de pouvoir, et même des abus au niveau sexuel. Et donc, ben voilà, je me suis remis des situations d'abus de ça, des situations d'abus médicales, où, Mmh. voilà, et plein d'autres professionnels, etc., jusque temps que j'empoigne le truc. Et puis, je me suis dit, m'aimer, c'est me respecter. Et me respecter, ça, c'est non. Ça, c'est plus jamais. C'est ça. Ça, au contraire, ça, c'est oui. Et ça, j'en veux plus. Je travaille avec des gens qui ont une qualité de conscience, une douceur, une cohérence, une éthique, etc. Donc, et puis, et là, j'ai mis le doigt un jour sur une clé aussi. Pourquoi il est si difficile de quitter l'abus parfois, quand on est adulte, hein, je ne parle jamais de quand on est enfant. Quand on est adulte, c'est que parfois, on est attaché aux avantages qui vont avec. Avantages Mais entre oui, parenthèses. absolument. Euh, Les bénéfices les secondaires non bénéfices conscients. secondaires. Mmh. Ah, je vais accepter de travailler avec un tel parce qu'il est moins cher, ça va aller plus vite, mais il me fait des crises de colère à chaque fois qu'on travaille ensemble, il me traite de Mmh. tous les noms. Donc, j'accepte ça, de l'abus, parce que j'ai certains avantages. Et jusqu'au Mmh. jour où j'ai pu démêler ça dans ma conscience, me dire, waouh, je ne veux plus accepter des avantages qui sont teintés d'abus. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Et une ça, sacrée décision, Fleur-Lise, hein, tu es d'accord? Parce que dans le problématique de l'abus quand même, c'est que ça mmh, programme la personne à mmh, aller chercher l'abuseur et mmh, à accepter l'abus, et ça demande beaucoup, beaucoup d'expérience et de oui, prise de conscience de l'abus pour dire: oui, «Stop, maintenant, je ne veux oui. plus me faire abuser». Exactement. Ben, là, c'est là tout le chemin de guérison en C'est ça. thérapie.
pour apprendre à m'aimer, que ma thérapeute me montre le chemin, me dise c'est quoi, Fleur-Lys, là, t'aimer, là, c'est de faire ça, ou c'est de ne pas accepter ça, d'avoir des repères, parce que oui, on parle beaucoup de ça, mais qu'est-ce que c'est s'aimer? Et donc, du coup, je peux peut-être en lire 2-3 extraits. Donc, tout le livre parle de ce que c'est s'aimer, mais j'ai fait un condensé, la 72e leçon, le titre, c'est m'aimer. Parce que attends, je la trouve, elle est juste. Pendant que tu cherches, je vais dire aux personnes qui nous écoutent Oui. que moi, j'ai entendu quelques leçons que tu lis toi-même sur ton site, non pas sur ton site internet, sur ta antenne YouTube, que j'ai mis en lien en description de la vidéo. Donc, les personnes qui ont envie de faire connaissance avec quelques-unes de tes leçons, elles n'y sont pas toutes, je crois, mais il y en a un certain nombre quand même. Et c'est très intéressant de t'entendre lire. Il y a une autre personne aussi qui les lit, je crois. Et donc, c'est une occasion qu'on a, avant d'acheter le livre, par exemple, de pouvoir faire connaissance avec ce que tu dis sur cet apprentissage. Tout à fait. Et puis sur mon site internet, fleurlysmonastès.com, au niveau de tous mes livres, il y a la 4e de couverture, il y a le sommaire, tu peux aller voir tout, ou le table des matières, il y a ce qu'ils en ont pensé, et des fois, il y a donc effectivement des extraits audio et tout ça. Donc, vous pouvez vraiment vous rendre compte. Oui, absolument. Oui, alors, pendant tout ce temps de thérapie, je me suis ouvert un cahier. Je ne l'ai pas là, non, je ne l'ai pas à côté de moi, que j'ai appelé M'aimer. Pour commencer à dire, mais c'est quoi m'aimer? Et tous les jours, au début, c'était tous les jours, après 2-3 fois par semaine, ou bien, qu'est-ce que c'est m'aimer et me respecter aujourd'hui? Et du coup, mais qu'est-ce que c'est ne pas m'aimer aussi, hein? Donc, par exemple, je vais en lire peut-être quelques-uns. Mais déjà, m'aimer, c'est d'œuvrer à ma guérison. Donc, c'est oser demander de l'aide et du soutien. C'est sortir des situations et relations irrespectueuses et toxiques. Parce que quand j'ai compris que de rester dans une relation toxique, c'était ne pas m'aimer, comme mon travail, mon chemin de conscience, c'est d'apprendre à m'aimer. Donc, OK, je vais cheminer pour être capable de sortir d'une relation toxique parce que je veux m'aimer. Voilà. Donc, de constamment me dire, est-ce que c'est vraiment m'aimer ça? Ou bien des fois, on hésite sur une situation, on dit oui, on dit non. Si je m'aimais vraiment, là, profondément, si je me respectais là, si je vais écouter à l'intérieur, est-ce que c'est un oui ou un non? Un vrai oui ou aussi un peut-être. Donc, c'est vraiment de se poser cette question-là. C'est arrêter de faire fi de l'abus et de la maltraitance, arrêter de dire que ce n'est pas grave. Voilà. Me donner le droit. Je propose qu'on s'arrête un instant. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, à chaque fois qu'on s'entend dire oui, mais c'est pas grave, là, ça veut dire qu'on sait le contraire. Et vraiment, c'est une indication, c'est un indicateur, c'est un marqueur de quelque chose de grave que notre correction mentale minimise. C'est une correction mentale d'un ressenti violent à l'intérieur de nous. Et ça, je trouve que ça, c'est un indicateur très important. Quand je m'entends dire ce n'est pas grave, et surtout oui, mais ce n'est pas grave, c'est que quelque chose en moi est pris en charge par le mental pour éviter de sentir la brûlure intérieure, le mal cellulaire que je ressens. Ça, je t'interromps pour insister. Absolument, merci de tes jasous, c'est magnifique, merci beaucoup. Oui, absolument, parce que souvent les personnes n'osent pas dire non, donc n'osent pas mettre l'autre en porte-à-faux, va faire une compromission, va pas oser dire ça parce que je vais blesser l'autre, mais c'est régulièrement, moi je me pose la question là, si je m'aimais, je me respectais vraiment, au fond de quoi j'ai vraiment envie et qu'est-ce que je ferais dans cette situation, est-ce que j'ai envie de quitter cette relation ou pas? Et je me mets avec moi-même, puis après, je vais essayer de trouver la façon de dire pour que l'autre, ça puisse aussi s'entendre. Des fois, quand tu quittes une relation ou dire ça ne me convient pas. Donc, moi, quelque chose qui pourrait me convenir, c'est ça. C'est ce que ça va pour toi ou pas. C'est d'apprendre aussi à aller voir pour l'autre aussi. Des fois, moi, je suis allée voir mon côté abuseur aussi, hein, dans le sens que je suis quelqu'un de très rapide et je sais ce que je veux, etc. Un jour, ma thérapeute m'a dit, la Fleur-Lys, là, quand tu presses la personne à te répondre rapidement, elle n'a pas assez de temps pour réfléchir et tu essayes de la faire changer d'avis pour qu'elle aille dans ton sens, tu es dans l'abus. Waouh! C'était quelque chose. Donc, je suis allée voir ça aussi.
Je crois que c'est ça aussi, dans cette période d'apocalypse, ça nous révèle dans ces parts, tu parlais de l'IFS, là, de ces parts intérieures en chacun de nous, mais l'agresseur et l'agressé cohabitent hein, à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important d'aller le voir, parce qu'une des raisons pour lesquelles on va pas voir l'agressé, c'est parce qu'on risque aussi de rencontrer l'agresseur. Et donc là, il y a, là encore, l'abuseur en nous, il est là, comme tu viens de le dire. Et c'est probablement une des grandes peurs qu'on a, c'est de rencontrer notre face un peu moins reluisante. Et déjà, la victime, on n'aime pas beaucoup ça, mais la face agressante ou partie de nous qui agresse, on n'aime pas non plus la voir. Et pourtant, elle peut être là. Oui, puis envers nous-mêmes. Moi, j'ai été longtemps très dure C'est avec ça. moi-même. C'est-à-dire Ah, que mais quand l'agresseur, c'est avec soi. Bien sûr que c'est surtout oui, avec oui, soi-même. Bien sûr. oui, oui, Bien sûr. absolument. Et donc, ça a été tout un chemin d'apprendre à être douce avec moi-même, qui est une autre C'est ça. clé aussi. Pendant longtemps, ma mère me disait: «Sois douce avec toi-même, sois douce avec toi-même». J'avais l'impression qu'elle parlait chinois. Je comprenais pas de Ouais. quoi elle parlait, en fait. Ça m'a pris du temps avant de voilà. Et donc ce sera le thème du prochain livre sur la douceur. Mais donc voilà, est-ce que c'est être doux avec moi-même là? Là, mon corps me dit que je suis épuisée, mais ma tête me dit que je pourrais encore. Attends, waouh, attends, écoute, il faut que j'écoute ce corps, quoi, qui est aussi divin que ma tête, et peut-être sinon plus, ça dépend des fois. Bon, bref. Et donc, me respecter, m'aimer, c'est ça aussi. C'est de dire, waouh, ok, je voulais aller jusqu'au bout, je ne peux pas. Me donner le droit de changer d'avis aussi, qui a été une Ouais. clé très forte. Ah Parce oui, que se désengager, ah, ça c'est, ça c'est vraiment parfois tellement important. tellement Mm, important, parce que je me suis abusée de m'être engagée dans des choses et mm, d'avoir senti que c'était plus juste. Puis je me dis, mais j'ai donné ma parole, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au mm. bout. Hein? Et donc d'apprendre, et ça, c'est là aussi, hein, on est dans une société qui dit, tu tiens tes engagements, mais attends, au début, c'était comme ça, ma situation a changé, ce n'est plus juste pour moi, ou la situation a changé, ça me convient plus, j'ai plus de joie, j'ai plus d'épanouissement, je ne me respecte plus à continuer cet engagement. Je suis désolée, j'avais pris cet engagement au départ, mais là, c'est vraiment pas bon pour moi. Donc, Tu conviendras, waouh, c'est très coûteux. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est très, très coûteux psychologiquement que de se désengager de quelque oui, chose où on oui. a dit oui, hein. Mm. Oui. Alors bien sûr que oui, je peux aussi m'engager pour quelque chose, d'aller chez des amis, je suis un peu fatiguée avant, je me dis: «Bon, si je m'étais pas engagée, je serais pas allée», mais j'y vais. Il y a des choses où on dit: «Oh, j'y vais», puis après on est content, mais il y a des choses vraiment fortes, de pas avoir écouté. Moi, je sais que j'ai fait des très graves erreurs dans ma vie. J'ai senti juste avant qu'il fallait pas, et j'ai décidé, je vais jusqu'au bout. Et là maintenant, je me donne le droit de changer d'avis. Mm. Par contre, je fais beaucoup plus attention maintenant quand je m'engage, Eh pour ben aller oui. écouter à l'intérieur où les vrais oui, les non, les peut-être et les peut-être, c'est dire oui, qu'est-ce qui se joue là qui n'est pas clair, qui a besoin d'être clarifié? Elle est où ma priorité? Jusque temps que ça fasse ah, ok, ça c'est oui ou Mm. ça c'est non, mais c'est clair, de la Mm. clarté. Et de l'écoute, c'est fin. Donc oui, ça demande, mais je trouve ça fascinant, moi, je trouve ça fascinant. Et en même temps, alors que effectivement, on vient de parler de tout ça, en même temps, il y a une tendance aujourd'hui à pouvoir s'engager comme ça et après revenir sur l'engagement et se désengager facilement. On le Oui, voit parfois dans des relations. On le voit, par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui se désistent à des choses ah, auxquels ils s'inscrivent et je me ouais. dis mais comment c'est possible? Et donc il y a quelque chose aussi pour moi, c'est qu'est-ce que je ressens au moment de m'engager? Parce que c'est là, parce que si je Ouais. veux être fidèle à mon engagement, il faut que je sois sûre de ce que je ressens quand je décide de m'engager en fait, hein. C'est ça, exactement. Mmh. Et je pense que moi, j'ai effectivement pris des engagements par le passé, et puis je parle de choses que j'ai vécues il y a 30, 40 ans aussi, tout ça, où je n'étais pas à l'écoute vraiment de ce que je Mmh. ressentais. Et puis qu'à un moment Mmh. donné, l'inconfort devient tellement grand que soit ça pète ou voilà. Mais je suis d'accord avec toi, il y a une question d'équilibre. Eh oui. Euh, et voilà. Mais d'où la nécessité de s'écouter vraiment lorsqu'on prend une décision, quelle qu'elle soit. Que ce soit pour aller au cinéma ou que ce soit pour, s'engager dans une relation ou pour s'inscrire à un stage, hein. C'est du même ordre, c'est plus ou moins impliquant, mais c'est du même ordre. Mmh. Oui, 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 oui. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute hors du commun. Et Bah oui, ça j'ai eu envie de le faire partager, parce que même les thérapeutes qui lisent le livre disent waouh, on mmh. apprend en lisant ton récit thérapeutique. Et puis même les non-thérapeutes disent waouh, parce qu'elle a des clés, par exemple comme l'autorité de l'amour. Ça permet de recadrer les choses, quoi. Mmh. Mmh. Même avec mon fils, je disais quand il est plus petit, je te dis non par amour.
Parce que je Oui. t'aime, je te dis non. Et oui, pour t'offrir un cadre, pour te Pour sécuriser, t'offrir pour un me cadre. respecter, parce que je Exactement. me donne la priorité, donc ça t'apprend qu'il faut te donner la priorité, et cetera. Oui, oui, absolument. Et donc, ces clés, il y en a, voilà, il y en a plein d'extraordinaires. Après, j'ai eu tout un travail avec elle de libération émotionnelle, très, très important, parce que j'avais des chagrins enfouis, très, très, très profonds. Et il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas qui, ce qui est enterré vivant reste vivant. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va dans les deux sens. La peine qui est enterrée vivante, voilà, Continue. tant que là, on a mis une grosse capsule, une grosse chape de plomb, mais pour guérir, il faut aller la ressentir, mais il faut être accompagné. Mmh. Donc, et en même temps, même chose, moi, dernièrement, j'ai fait le deuil de mon chien qui était mort il y a 40 ans. Je n'avais pas fini mon deuil. Et donc, ce qui avait été enterré vivant, l'amour que j'avais pour lui, quand j'ai fait ce travail de deuil, j'ai récupéré tout l'amour que j'avais pour lui, qui est C'est ça. toujours là d'ailleurs, parce que pour moi, Mmh. il est avec moi. Donc, Mmh. voilà, des Et dis-moi, capacités. Florence, Oui, pendant tout ce temps thérapeutique, d'ailleurs, je t'ai pas demandé quelle était l'orientation thérapeutique de la personne avec laquelle tu as travaillé et dont tu fais la louange, là. C'était quoi oui. comme technique de Alors, thérapie? au départ psychologue, ensuite elle s'est formée au niveau approche transpersonnelle, où justement on tient compte du transgénérationnel, aussi des dimensions spirituelles, etc., où Ouais. on fait un petit peu comme des constellations, thérapie de groupe, etc. Et donc, et avec le travail émotionnel, quoi, la libération de la colère, moi, ça a été une clé très, très importante. Moi, je n'étais pas en contact avec ma colère, pas du tout, j'étais complètement Plutôt avec coupée. ta tristesse, j'imagine, Oui, en bonne petite fille. alors, très souvent très, très joyeuse, mais quand je contactais la tristesse, effectivement, là, ça a été abyssal, hein. À un moment donné, j'ai ouvert les vannes et Mmh. et le jour où j'ai autant pleuré comme ça, ma thérapeute m'a dit: «Fleur-Lys, tu récupères ta vulnérabilité, c'est-à-dire 50 de ton humanité». C'est ça. Donc voilà, ça Mmh. en fait partie. Donc, mais ça m'a fait peur, ce chagrin, mais il a fallu vraiment que je sente que je le pleure et je le sorte. Et la colère aussi, la colère qui est saine pour récupérer cette capacité à protester, à dire non, ça je ne Et puis veux c'est ta pas. puissance. C'est la Ma colère, c'est puissance, vraiment c'est la puissance, traduite, dans la dualité, mais c'est de la puissance, en fait, hein. c'est de la Mmh. puissance d'être capable de mettre ses limites et de porter sa voix, de faire entendre C'est sa ça. voix Mmh. avec clarté et affirmation. Donc voilà, Mmh. ça a été quelque chose puis elle travaillait avec des rituels aussi, beaucoup de la qualification. Et puis moi, je me suis engagée aussi beaucoup parce que j'ai pu voir qu'il y avait des personnes dans mon groupe de thérapie. J'avais l'impression qu'ils n'avançaient pas autant que j'avançais. On avait la même thérapeute, mais c'est une question d'engagement aussi. C'est ça. Une Bah question oui, d'engagement. d'implication. Qu'est-ce que tu amenais, toi, dans la séance? Qu'est-ce que tu amenais dans le stage? Exactement. Moi, je préparais mes Mmh. séances, ce que je voulais dire, ce que je voulais poser comme Mmh. question. Je sollicitais son avis, je prenais des notes en sortant de ma thérapie, je mettais en pratique. J'avais toujours des travaux pratiques. Donc, je l'ai mis vraiment Beh oui, parce que dans la ce que tu biologie. travailles en séance, dans la semaine qui suit, ça se C'est pose en ça, acte, ça. c'est ça, c'est ça. Oui, Mmh. oui, oui. Mmh. Et Et un des gros. Oui, excuse-moi. oui, comment ça se passait pour toi la vie sociale pendant ce temps-là? Parce que j'imagine que quand on est en travail thérapeutique, pendant aussi longtemps, ça a de l'impact sur ton activité professionnelle, sur ta vie familiale, sur ta Mhm, vie, sociale, amicale, enfin mhm. j'imagine. Comment ça se combinait? Euh, alors, il y a une première partie où, comme en fait, j'ai découvert cette thérapeute parce que j'avais quitté la région où j'étais pour aller vivre avec ce nouveau compagnon. Donc, au début, je ne travaillais pas, donc j'avais du temps et tout ça. D'ailleurs, mais au bout de quelques mois, il a voulu me quitter, donc j'étais ravagée, donc ça tombait bien. Et puis après, en fait, c'était le fait d'animer mes stages de chant notamment et qui me faisait me sortir de ça et de me consacrer. J'étais à ce moment-là au service des gens et donc pendant ce temps-là, je ne souffrais pas Mmh. et j'étais totalement dédiée et habitée en fait. Et c'est ça aussi qui m'a aidée. Et ensuite, la vie m'a amenée vers les personnes Alzheimer. Et là aussi, je me suis consacrée à aller les voir et à sentir ce que je pouvais leur apporter et d'être dans la totale présence
pour être à l'affût de comment les rejoindre, trouver une porte d'entrée pour les rejoindre. Donc, ils m'ont guéri aussi. Je dis que ça a été mes travaux pratiques d'amour inconditionnel. Ils m'ont guéri. Je pense que je vais pas trop te questionner ce soir sur Alzheimer. Je pense qu'on pourra faire une émission là-dessus parce que le sujet m'intéresse. Et alors, dernière question et après on arrête là parce que on pourrait passer toute la nuit là. Je sais pas si toi t'es touché par cette vague de révélation, d'émergence de la vérité sur comment notre société a organisé à son insu, bien sûr, une souffrance extrême chez les gens, notamment par ces histoires d'abus, de sexualité totalement inappropriée, pratiquée dans tous les milieux. Et actuellement, bon, avec le film Les Survivantes de Pierre Barnérias, évidemment, il en est beaucoup question. Mais enfin, moi, sur YouTube actuellement, évidemment, comme j'ai commencé à regarder ça, j'ai plein de propositions et je vois que ça sort de partout. Quel est ton regard sur cette vague-là qui arrive dans la société et comment tu vois la posture à adopter face à tout ça? Je trouve ça merveilleux que ça sorte. Je me dis, les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs. Et que le fait d'en parler, plus on en parle, plus les gens vont entendre que ce n'est pas normal et que c'est grave. Donc, les gens, je pense ça va être plus facile de dire non, attends, ça ne va pas. Et plus on voit les gens parler, plus ça encourage les autres à parler. Ça donne de la force. Et puis, qu'il y a un chemin de guérison aussi à faire. Il n'y a pas juste à dénoncer l'abus ou en tout cas en témoigner. Il y a un chemin de guérison à faire aussi, mais ça en fait partie déjà de reconnaître et de dénoncer. Et je pense que mon livre peut être une petite pierre à l'édifice, effectivement, sur comment récupérer de façon très concrète avec des… Voilà. C'est pas oui, il y a des choses dans les hautes sphères, mais après, c'est concrètement qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma vie pour mettre ça en pratique et aller dans ce sillon de l'amour et du respect de soi. Et puis, plus on sera nombreux à le dénoncer, plus ça va tomber. Mais oui, c'était un grand tabou qui restait à tomber. Et voilà, je ne vais pas aborder le sujet, mais je pense que… En tout cas, à l'époque où ça m'est arrivé, il se passait déjà aussi beaucoup ça, donc autour de moi. Oui, c'est de tout temps et dans tous les milieux sociaux et avec vraiment beaucoup. Et alors, toi, tu dis dénoncer. Moi, je dirais témoigner pour justement qu'il n'y ait pas cette culpabilité. Mais bon, ça peut, c'est forcément une dénonciation. Mais quand on dit dénoncer, il y a quelque chose d'un peu culpabilisant peut-être. Oui. Témoigner, dire la vérité, et ça n'est pas parce qu'on dit la vérité que on est médisant. Ça me paraît important. Exactement. J'ai dit le mot dénoncer, je ne le dis pas dans mon livre, je dis témoigner, mais je sais que beaucoup de gens utilisent ça, c'est pour ça. Oui, mais voilà. C'est bien de pouvoir se mettre au clair avec cette dénonciation qui est en fait dire la vérité sur les faits et c'est vraiment quelque chose qu'on peut encourager. Ça me paraît évident. Oui. Et je pense que notre message est plus fort quand on parle de ça, puis on est calme, on est équilibré, intégré, que… Voilà, mais après, chacun là est là où il en est. Donc. Quelque chose que tu as envie de dire avant qu'on se sépare? J'ai juste envie de terminer avec, et ça sera le thème de mon prochain livre, c'est vraiment aussi, c'est que s'aimer et se respecter, c'est d'apprendre à être doux avec soi-même. Et être doux avec soi-même, ça ne veut pas dire être mou dans la compromission, c'est d'écouter, de sentir ce qui est juste et bon et nourrissant pour nous, puis d'être capable de s'affirmer et puis d'aller vers les choses qui sont bonnes pour nous et voilà, d'aller dans cette douceur, parce que pour moi, c'est la douceur, c'est l'énergie sacrée de la guérison, si je pourrais dire. Oui, donc douce puissance et tendre relation avec soi. Oui, et c'est un long chemin. Hein. Moi, ça m'a pris des années et je travaille encore dessus. Donc, c'est un chemin qui sera toute ma vie. Oui. Donc ça, c'est aussi important. Pour certains d'entre nous, ça passe par des années de thérapie. Pour d'autres, ça se résout autrement. Mais en tout cas, il y a un chemin de guérison possible. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour tes questions, tes apports, tes reformulations et ta belle lumière.
Merci Fleur-Lise, merci à vous tous qui nous avez écoutés et puis probablement à bientôt pour une émission que nous consacrerons à la maladie d'Alzheimer. Bon, j'ai été souvent sollicitée par des gens qui voulaient en parler, mais ben là, je pense que ta pratique va sûrement me décider à faire une émission là-dessus alors que j'avais pas encore fait le choix de le faire, mais là voilà, on est lancé. Allez! On est lancé, c'est parfait. Merci.